Ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre la suite de la discussion générale du projet de loi de réforme de la garde à vue. À mes côtés, pour en parler, François Zocchetto, président du groupe centriste ici au Sénat et rapporteur de ce texte. Bonjour. Bonjour. Alors, il a fallu attendre que la France soit condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'elle se saisisse de cette question de la garde à vue. Comment on peut expliquer le retard de la France en la matière ? Le débat n'est pas nouveau et au Sénat, depuis 2 ans maintenant, nous avons eu de nombreuses séances qui ont été consacrées à la réforme de la garde à vue. Pour nous, cette réforme était inévitable, nous la demandions depuis longtemps et nous sommes très satisfaits que le gouvernement ait déposé un texte pour réformer la garde à vue. Alors d'ailleurs, une des avancées principales de ce texte, c'est donc la présence d'un avocat donc pour la personne gardée à vue pendant son audition. Mais il y avait également un autre problème en France, à savoir le nombre considérable de gardes à vue. Que prévoit le texte pour réduire le nombre de gardes à vue actuellement ? Oui, les parlementaires et l'opinion publique se sont émus du nombre croissant de gardes à vue, puisque en 2009, nous avons eu à peu près 800 000 gardes à vue. C'est un chiffre tout à fait anormal et il était urgent que cette situation cesse. Alors, désormais, si le texte est voté, la garde à vue sera réservée aux infractions susceptibles d'une peine d'emprisonnement, alors qu'auparavant, les contraventions et tous les délits pouvaient donner lieu à une garde à vue. Donc je pense que cela va diminuer le nombre de gardes à vue. Et le deuxième point très important, c'est que désormais, la personne qui est en garde à vue pourra bénéficier de l'assistance d'un avocat. Alors que jusqu'à présent, cette assistance n'existait pas vraiment, puisqu'il y avait juste une visite qu'on appelait une espèce de visite de courtoisie de 30 minutes maximum de l'avocat. Les conditions également d'encadrement de la garde à vue vont être améliorées. Que prévoit le texte pour cette amélioration ? Alors le texte prévoit aussi que les victimes qui seront confrontées à l'auteur des faits pourront bénéficier désormais d'un avocat. Alors que ça, c'est en vertu du principe de l'égalité des armes. Le contrôle de la garde à vue restera assuré par un magistrat, en l'occurrence le procureur, jusqu'à la 48e heure. Ensuite, si une personne doit être maintenue en garde à vue, elle sera obligatoirement présentée à un juge. Alors il y a un point sensible, à savoir la suppression de l'audition libre, c'est ce qui a été décidé par les députés. Pourtant, certains sénateurs craignent que l'audition libre soit réintroduite dans ce texte à travers l'article 11 bis. Alors qu'en est-il exactement ? Ils ont tort de craindre cette réintroduction de l'audition libre. Nous ne voulons pas de l'audition libre, pas plus les sénateurs que les députés. Néanmoins, il y a des circonstances dans lesquelles une personne peut librement accepter d'être interrogée sur des faits. Et là, il est bien normal que le texte prévoit dans quelles conditions cette personne peut librement accepter d'être interrogée par les services de police ou de gendarmerie. Eh bien, très bien, merci François Zocchetto d'avoir répondu aux questions de Public Sénat. Je vous laisse regagner l'hémicycle. Tout de suite, donc, la suite de la discussion générale. Très bonne séance à vous. Alors, nous reprenons la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale relatif à la garde à vue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à notre collègue François Pillet, qui est rattaché à l'UMP pour 14 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, pour la première fois depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, notre Assemblée est saisie d'un projet de loi qui vise à tirer les conséquences d'une décision rendue dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel. En abrogeant le support légal de la garde à vue tout en renvoyant les effets de sa décision au 1er juillet prochain, le Conseil constitutionnel a plus largement mis le législateur en demeure de définir un nouvel équilibre entre les droits de la défense et la protection de l'ordre public au cours d'une mesure progressivement devenue un symbole de l'enquête policière. Le 1er juillet prochain, nous serons donc dans l'obligation d'avoir réformé la garde à vue en préservant l'équilibre fragile entre le respect des droits individuels du gardé à vue, mais aussi des victimes, et le respect des droits de la société que nous sommes chargés de protéger face au crime et à la délinquance. La clé de la réussite de cet équilibre réside dans des règles procédurales claires, excluant tout risque d'arbitraire ou de laxisme. L'exercice qui nous incombe aujourd'hui est donc très délicat.
Au surplus, la navette parlementaire entre nos deux assemblées devra être un véritable marathon afin de permettre, le cas échéant, au Conseil constitutionnel d'effectuer son contrôle dans les délais impartis. En réalité, ce calendrier pose également une question de fond. Nous devons réformer notre garde à vue en dehors et préalablement à la réforme globale de la procédure pénale, c'est-à-dire avant même que nous ayons mis en chantier la nécessaire refondation de notre code de procédure pénale. La réforme que nous examinons doit ainsi se frayer un étroit chemin entre divers intérêts souvent contradictoires. Elle doit reconnaître que le mis en cause puisse exercer les droits légitimes à sa défense. À cet égard, la possibilité pour le suspect d'être accompagné d'un avocat dès le début de la garde à vue est actée. En posant ce principe dans la loi, nous allons tourner une page de l'histoire de la procédure pénale de notre pays. Elle doit donner les moyens de mener l'enquête sans entrave, afin de permettre la manifestation de la vérité, malgré les difficultés de la tâche des services chargés de mener l'enquête, en particulier dans un contexte où la criminalité évolue, où elle est sans doute de plus en plus complexe, mieux organisée, souvent de dimension internationale. Nous devons donc éviter que le déroulement de la garde à vue puisse gêner ou entraver la mission de l'enquêteur. Elle doit aussi accorder à la victime les moyens d'être respectée et protégée et éviter que, dans les faits, elle ait, comme c'est hélas le cas, le sentiment que les rôles sont inversés, en d'autres termes qu'elle soit mise en accusation, tandis que l'auteur du délit apparaîtrait comme une victime du système qu'il faudrait protéger à tout prix. Et c'est là sans doute qu'il y a un défi très important. Nous devons donc veiller à ce que nos concitoyens s'approprient cette réforme et qu'ils y adhèrent en ayant acquis la certitude que la vérité, celle des faits, celle des préjudices, n'en sera pas la victime, en somme la certitude que la réforme n'empêchera pas la justice de passer. Le projet de loi que vous nous présentez, Monsieur le Ministre, est un progrès. Le renforcement du rôle tenu par l'avocat lors de la garde à vue constitue désormais un point consensuel du débat. Le Président de la République lui-même déclarait devant la Cour de cassation le 7 janvier 2009, je le cite, « Parce que les avocats sont des auxiliaires de justice et qu'ils ont une déontologie forte, il ne faut pas craindre leur présence dès les premiers moments de la procédure. Il ne le faut pas parce qu'elle est bien sûr une garantie pour leurs clients. Elle est aussi une garantie pour les enquêteurs eux-mêmes qui ont tout à gagner d'un processus consacré par le principe du contradictoire. » C'est là, Monsieur le garde des Sceaux, une vision partagée. Le progrès qui n'est perçu aujourd'hui que pour le gardé à vue est également un progrès pour les policiers et les forces de gendarmerie. Il n'y a pas de contradiction dans le texte. Je crois qu'il n'est pas inutile de le réaffirmer. Avant d'aborder plusieurs points essentiels, je veux rappeler un aspect doublement fondamental de ce texte. Tout d'abord, la garde à vue fait pour la première fois dans notre procédure pénale l'objet d'une définition. Ensuite, elle ne peut être mise en œuvre que pour atteindre 6 objectifs clairement définis. Ces objectifs sont d'autant plus protecteurs que, s'agissant de textes pénaux, ils doivent recevoir une interprétation restrictive. La garde à vue, sur le fond, ne peut désormais trouver application que dans les délits et crimes passibles d'une peine d'emprisonnement. Le déroulement de la garde à vue présente désormais des droits nouveaux ou plus étendus. Parmi ceux-ci, je souhaite relever la consécration du droit de se taire, le droit de prévenir un proche, son représentant légal et son employeur, la garantie immédiate d'un interprète pour la notification des droits, la limitation de la force probante des déclarations faites hors l'intervention de l'avocat et l'extension de l'assistance de l'avocat. Ce dernier point est sans doute celui qui fit l'objet de plus larges commentaires. Le débat sur la présence d'un avocat en garde à vue est ancien. Il échouait jusqu'alors sur l'une de nos traditions juridiques, celle d'une conception de la procédure pénale selon laquelle le caractère contradictoire des phrases d'instruction puis de jugement permettait de poser certaines restrictions aux droits de la défense lors de la phase policière, sans remettre en cause pour autant ni la présomption d'innocence, ni l'équilibre du procès pénal lui-même. Incontestablement, l'année écoulée a fait voler en éclats les lignes de fracture qui marquaient traditionnellement ce débat. Le droit à l'assistance effective d'un avocat durant toute la durée de la mesure est affirmé et organisé. De même, et ce parallélisme est important, la victime pourra être aussi assistée d'un avocat lors des éventuelles confrontations. Ces dispositions s'accompagnent d'un point important, la résolution de la question de l'accès au dossier. L'avocat peut ainsi, non seulement dès le début de l'instruction, consulter le procès-verbal de notification du placement en garde à vue, de la notification de ses droits, mais aussi les procès-verbaux d'audition qui sont déjà réalisés.
y compris d'ailleurs le certificat médical si un examen de ce type a eu lieu. L'avocat pourra assister la personne en garde à vue dès le début de la mesure. Il pourra même poser des questions à la fin de l'audition, et le texte va plus loin dans la définition des possibilités qu'il aura en ce domaine. Ce dispositif novateur est pour moi fondamental et équilibré dès lors qu'il trouve uniquement sa limite dans les hypothèses où il serait illégitimement porté atteinte au bon déroulement de l'enquête ou à la dignité de la personne. C'est à mon sens avec sagesse que l'Assemblée nationale a prévu un délai de carence de 2 heures pour tenir compte de la situation concrète des barreaux et donner à l'avocat le temps de se rendre sur les lieux où s'exerce la garde à vue. Ici encore, l'idée est de sécuriser le processus et non de gêner ou de favoriser les uns ou les autres. Il s'agit de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contestation ultérieure du processus de la garde à vue. Il est renforcé l'effectivité du droit accordé à la personne gardée à vue en tenant compte de certains obstacles susceptibles de retarder l'arrivée de l'avocat sans que, parallèlement, l'indisponibilité de celui-ci soit de nature à retarder l'enquête qui, souvent, réclame des diligences ou des constatations rapides. Nous notons enfin avec satisfaction que la tentative de création d'un régime d'audition libre sans recours nécessaire à un avocat ait été définitivement écartée. Je souhaiterais m'arrêter un instant sur la place du juge et du parquet. Tout d'abord, je veux rendre hommage à la qualité du travail accompli par les procureurs de la République et à la manière dont, avec les services de police et de gendarmerie, ils assument leurs responsabilités. Je conseille au besoin à mes collègues qui n'ont pas eu l'occasion de le faire de visiter un tribunal de grande instance et d'y observer la permanence du parquet, le jour et la nuit, et le travail effectué par les magistrats de ces unités. C'est une tâche extrêmement difficile, remplie de pièges qui peuvent ensuite avoir des conséquences redoutables dans les procédures et qui est effectuée avec un dévouement remarquable. Cela aussi me paraît devoir être rappelé. Dans ce texte, il nous faut, dans le respect des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation, trouver un dispositif qui définisse le plus précisément possible le rôle du procureur de la République ainsi que le rôle du juge. Je ne m'engagerai pas dans un débat dogmatique sur ce point. Essayons d'être pratiques. Nous devons mettre en place un dispositif juridique qui fonctionne. La spécificité française a beaucoup été critiquée à cette tribune, mais le parquet à la française a souvent également démontré ses avantages. Il ne s'agit pas uniquement de la garde à vue, mais du fonctionnement général de la justice. Au surplus, le débat sur l'évolution du statut du parquet dans le cadre de l'étude du prochain code de procédure pénale sera ouvert. Je tiens donc à rappeler que nous soutenons le processus d'intervention du procureur et du juge tel que notre rapporteur l'a rappelé, en confiant les responsabilités au procureur de la République dans le début du processus et en faisant intervenir le juge le plus rapidement possible. Je rappellerai, cela a déjà été fait, que la CEDH n'a jamais imposé que la garde à vue soit contrôlée par un magistrat du siège. Elle impose seulement qu'au-delà d'un délai variant entre 3 ou 4 jours, une personne privée de liberté soit présentée à un juge indépendant. Et le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation n'ont d'ailleurs jamais dit autre chose. En matière de police des gardes à vue, il faut éviter que le législateur stigmatise la profession d'avocat en préjugeant d'un mauvais comportement. Je soutiens ardemment, complètement, le rapporteur dans son souhait de partir de l'assurance que l'avocat se comportera selon sa déontologie. En tant qu'avocat et ancien bâtonnier, je peux vous informer que cette réforme est un véritable défi pour la profession d'avocat. Cette dernière, Monsieur le ministre, attend que dans ce domaine, une juste rémunération lui soit reconnue et assurée. Mais au-delà de cette question, il ne faut pas se cacher les difficultés que rencontreront certains barreaux pour assurer dans la pratique l'application de cette loi et la satisfaction de ses exigences. Je ne doute pas néanmoins que la profession prendra très rapidement les dispositions et les initiatives nécessaires pour qu'il en soit ainsi. Mes chers collègues, nous ne pouvons pas prendre le risque de donner un coup de frein à la lutte contre la délinquance menée inlassablement par le gouvernement. Ce serait un mauvais signal pour les Français qui nous disent tous les jours leurs besoins de sécurité. Ce serait un mauvais signal pour les délinquants qui pourraient croire que tout est permis en toute impunité. Ce serait un mauvais signal, enfin, pour nos forces de l'ordre qui, voyant leur efficacité mise à mal pour des questions procédurales, nourriraient non seulement un sentiment de lassitude, mais pire, souffriraient d'une démotivation dans leur lutte quotidienne contre la délinquance. Et puis enfin, ce serait également une injustice
envers les victimes d'infractions. Nous devons également éviter de faire une réforme pour rien. Je veux dire par là que nous ne pouvons pas nous permettre de mettre en place un dispositif qui pourrait encourir dans les mois qui viennent de nouvelles sanctions, soit du Conseil constitutionnel, soit de la Cour européenne des droits de l'homme, soit encore de nos plus hautes juridictions. Nous sommes aujourd'hui face à une réforme essentielle, très attendue par le Sénat pour les raisons qui ont été développées ce matin par notre rapporteur. Elle est cependant, en raison de ses objectifs, techniquement complexe. Au nom du groupe dont je suis le porte-parole, je veux vous dire que la réforme que vous nous présentez, Monsieur le Ministre, nous convient. Elle parvient à un certain équilibre entre les différentes contraintes que j'ai évoquées. Un certain nombre de dispositions qui nous semblaient initialement poser problème ont été modifiées, voire supprimées. Les apports dus à la qualité du travail et de l'écoute, la qualité d'écoute de notre rapporteur doivent être salués. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, nous voterons avec satisfaction le texte qui nous est soumis. Merci François Pillet. La parole est à Yves Détraigne pour l'Union centriste, qui bénéficie de 16 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui était, c'est le moins qu'on puisse dire, très attendu. Depuis un peu plus d'un an, c'est d'ailleurs la 4e fois, si je ne me trompe, que nous examinons la question de la garde à vue, que ce soit au travers de questions orales avec débat, de propositions de loi et enfin aujourd'hui avec ce présent projet de loi. Le sujet n'est donc nouveau ni pour notre Haute Assemblée, ni pour sa commission des lois et surtout pas pour son rapporteur, François Zocchetto, qui a déjà eu l'occasion d'intervenir et d'approfondir cette question à l'occasion des travaux que j'évoquais à l'instant. La réforme de la garde à vue était devenue depuis plusieurs mois non plus souhaitable, mais tout simplement indispensable et urgente. Cela a déjà été rappelé, la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 fait peser une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, puisque sans intervention du législateur avant le 1er juillet prochain, la garde à vue serait privée de base légale. Une telle situation est évidemment inenvisageable. Mais cette décision du Conseil, si elle est sans doute celle qui a l'effet le plus contraignant pour le Parlement, n'est pas la seule décision ayant relevé les insuffisances de notre système actuel de garde à vue. Aussi bien la Cour de cassation que la Cour européenne des droits de l'homme ont rendu ces dernières années plusieurs arrêts relevant les insuffisances du système actuel. Le thème récurrent de ces décisions, c'est généralement la présence et l'assistance de l'avocat au cours de la garde à vue. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a abordé cette problématique sous plusieurs angles. Le moment d'intervention de l'avocat, avec les arrêts Murray contre le Royaume-Uni du 8 février 1996 et Salduz du 27 novembre 2008, mais aussi la portée de l'intervention de l'avocat au travers des arrêts Dayanan et Brusco, rendus respectivement en 2009 et 2010. Mais au-delà de ces aspects purement juridiques, qu'il nous faut évidemment régler, la réforme de la garde à vue doit aussi être l'occasion de faire évoluer son usage au quotidien et de remédier à certaines dérives qui ont pu être relevées. Tout d'abord, comment ne pas être interpellé par le nombre de gardes à vue prononcées chaque année? Il atteint des records et les chiffres que l'on évoque aujourd'hui doivent nous faire réfléchir. Près de 800 000 gardes à vue par an aujourd'hui, contre 300 à 400 000 il y a une dizaine d'années. Il n'est pas question, évidemment, de promouvoir une quelconque forme de laxisme dans ce domaine. La garde à vue est et reste un acte de police judiciaire bien souvent indispensable. Mais il faut en faire une utilisation plus rigoureuse, qui tienne d'abord compte de la gravité des comportements en cause et qui ne soit pas banalisée. Non, il faut le dire, ce n'est pas normal d'être placé en garde à vue pour une simple contravention, comme on l'a parfois vu ces dernières années. Le texte qui nous est proposé prévoit donc que cette garde à vue n'est possible, ne sera possible, que pour une personne à l'encontre de laquelle il existe, je cite le projet de loi, une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Cela paraît bien être la moindre des choses. Un débat a eu lieu en commission sur la question du seuil d'emprisonnement qui pourrait justifier le placement en garde à vue et plusieurs collègues souhaitaient qu'on ne puisse être placé en garde à vue que si l'on encourt un emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à 3 ans. Je note que notre rapporteur a fort justement rappelé, au sujet de ce débat, un principe fondamental qu'il ne faut pas oublier. La garde à vue
est d'abord et avant tout créatrice de droits pour la personne qui a été interpellée. Augmenter le seuil conduirait à augmenter mécaniquement le nombre des personnes soupçonnées de faits graves qui seraient auditionnées sans les garanties prévues par la garde à vue et notamment hors la présence d'un avocat. Néanmoins, et les débats en commission l'ont également mis en évidence, prévoir cette seule condition pour être mis en garde à vue n'évacue pas, je crois, le débat sur la hiérarchie et la logique des peines prévues dans notre code pénal. Entre les incriminations créées il y a plusieurs décennies avec une échelle des peines qui avait sa logique à l'époque, et les incriminations créées aujourd'hui au coup par coup au détour d'un article d'une loi nouvelle qui n'a pas à titre principal de caractère pénal, il y a, c'est évident, des incohérences dans l'échelle des peines qui justifieraient que l'on toilette le système pour que le fait d'encourir une peine de prison, qui peut justifier juridiquement une mise en garde à vue, corresponde bien dans tous les cas à un acte d'une réelle gravité. Or, force est de reconnaître qu'il y a une telle diversité dans l'échelle des peines aujourd'hui qu'il n'est pas certain que le seul critère d'un an d'emprisonnement encouru suffise à lui-même à limiter la garde à vue à des actes d'une réelle gravité. Venons-en aux aménagements qui ont été apportés par l'Assemblée nationale. Le premier changement majeur concerne précisément la question de l'audition libre. Afin de contribuer à la réduction du nombre de gardes à vue, l'article 1er du projet initial posait le principe, aujourd'hui absent du code de procédure pénale plutôt, de l'audition libre d'une personne suspectée du caractère en fait subsidiaire de son placement en garde à vue. Pour les raisons que j'évoquais précédemment, l'absence de reconnaissance de droits suffisants pour le suspect entendu librement et l'absence d'assistance de l'avocat, l'audition libre a été écartée et, comme notre rapporteur, nous approuvons cette évolution du texte. À l'article 9, qui encadre les mesures de sécurité et les fouilles dont peut faire l'objet la personne gardée à vue, l'Assemblée avait prévu la possibilité pour la personne qui se trouvait dans cette situation de conserver, je cite, certains objets intimes en contrepartie de la signature d'une décharge pour apporter une réponse à la difficulté soulevée par une pratique critiquée notamment, mais pas seulement, par le contrôleur général des lieux de privation des libertés, pratique humiliante et souvent inutile, consistant à retirer, par exemple, systématiquement les lunettes et les soutiens-gorge afin de prévenir, soi-disant, tout risque d'agression ou de suicide, alors même que ce risque est en réalité infime et que cette pratique, il faut le dire, semble dater quand même d'une époque révolue. Notre commission a jugé que la garantie apportée par l'Assemblée devait être renforcée et a prévu que la personne devait, en tout état de cause, disposer au cours de son audition de ses effets personnels. Là encore, il s'agit d'une amélioration bienvenue et dont on s'étonne qu'elle n'ait pas été réglée plus tôt. Ce type d'aménagement permettra de contribuer, j'en suis sûr, à un meilleur respect de la dignité des personnes gardées à vue. Autre aménagement important lié à l'assistance d'un avocat, les députés ont institué un délai de carence de 2 heures avant l'expiration duquel la première audition de la personne gardée à vue ne pourra pas débuter. Le texte initial du projet de loi ne prévoyait expressément ni que les auditions pourraient débuter sans attendre l'arrivée de l'avocat, ni qu'elles ne le pourraient pas. Le silence de la loi sur cette question essentielle était donc source d'insécurité juridique. Le nouveau dispositif précise bien la situation. Sans remettre en cause la suppression de l'audition libre, je voudrais, à titre personnel cependant, attirer votre attention, mes chers collègues, sur le fait que le délai de carence de 2 heures prévu pour permettre initialement à l'avocat de rejoindre, les locaux de garde à vue et pendant lequel l'interrogatoire ne pourra pas commencer, du moins en règle générale, risque, dans certains cas, je le crains, de nuire à l'efficacité de l'enquête. Non pas quand on a affaire à des voyous chevronnés. Eux, de toute façon, ils savent comment se comporter, si je puis dire. Mais quand on a affaire à des délinquants débutants, qui parfois reconnaissaient sans difficulté les faits du simple fait d'être conduits à la brigade ou au commissariat de police. Les 2 heures de carence pouvant alors, mais j'espère me tromper, permettre à un suspect qui a réellement quelque chose à se reprocher d'échafauder un scénario qui retardera l'apparition de la vérité. Je le dis à titre personnel, ça n'est pas un débat qui a eu lieu réellement au groupe, mais je vous livre mon avis. Il ne faudra donc pas, selon moi, que le recadrage, certes nécessaire et personne ne le conteste, de la garde à vue nuise, dans certains cas, à l'efficacité de l'enquête. Au final, les travaux de l'Assemblée et de notre commission des lois ont permis d'aboutir aujourd'hui à un texte qui est, me semble-t-il, bien mieux abouti que le texte initial. Je voudrais également faire une réflexion plus générale
sur quelques aspects qui suscitent encore des interrogations. Tout d'abord, les avocats sont devant un défi important à relever, et ça a été remarqué notamment par mon collègue Pillet qui était à cette tribune juste avant moi. Il va falloir assurer sur tout le territoire, l'assistance des centaines de milliers de gardes à vue, même si c'est plus 800 000. Et là, il faut bien reconnaître que le risque d'un traitement discriminant entre zones urbaines et zones rurales existe bel et bien. Le risque, j'espère me tromper, mais le risque, il existe. Notre collègue Mézard a eu l'occasion en commission d'insister à juste titre sur cet aspect. Le rôle des barreaux sera déterminant. Mais il faut reconnaître que certaines zones du territoire vont être devant des difficultés difficilement surmontables. Chacun comprend bien la différence qui existe entre un commissariat des Hauts-de-Seine et une brigade de gendarmerie isolée dans un village de montagne en plein hiver. Il est évident que dans certains secteurs géographiques de notre pays, il sera beaucoup plus difficile pour l'avocat d'arriver dans les 2 heures du délai de carence que dans d'autres secteurs, notamment urbains. Certains pourront en tirer la conclusion qu'il faut que les gardes à vue soient centralisés dans les principales villes de nos départements. Mais alors, on irait vers 2 catégories de commissariats et surtout vers 2 catégories de brigades de gendarmerie, ce qui serait inacceptable. Et là-dessus, nous devons être fermes. Si nous voulons que la sécurité soit assurée de la même manière sur tous les points du territoire, et si nous ne voulons pas décourager certains services de police ou de gendarmerie, restons fermes sur la nécessité de conserver le maillage national des brigades et de garder partout des brigades de plein exercice où puissent se dérouler les gardes à vue. Alors évidemment, ça nécessitera parfois des travaux d'aménagement de certains locaux et cela coûtera sûrement plus cher en frais d'avocat, je pense notamment à l'aide juridictionnelle, qu'aujourd'hui. Comme rapporteur pour avis depuis plusieurs années du budget des services judiciaires à la commission des lois, je me permets d'insister, Monsieur le ministre, pour que les crédits nécessaires soient bien prévus, au bon niveau, et sans qu'on aille les prélever sur d'autres actions du même programme ou des programmes autres de la mission justice. Ensuite, au-delà de ces difficultés pratiques, si la réforme que nous examinons aujourd'hui était indispensable, va-t-elle assez loin sur certains points? Certes, Monsieur le garde des Sceaux, ce n'est pas encore la grande réforme de la procédure pénale que l'on nous annonce depuis maintenant des années, et je crains d'ailleurs qu'avec l'annonce du débat sur l'introduction des jurés populaires en correctionnel dès le mois prochain, nous avons appris cela hier, réforme qu'au demeurant peu de gens réclamaient à mon sens, on continue, après cette loi, à modifier par petites touches notre droit pénal, ce qui n'est pas, me semble-t-il, la meilleure méthode. J'espère donc que nous verrons bientôt arriver un débat de fond sur l'ensemble de notre procédure pénale, car ce débat est nécessaire. Les nombreuses polémiques autour du statut du parquet, relancées par des arrêts importants de la Cour européenne des droits de l'homme, que l'on ne pourra continuer à ignorer, ne sont qu'un exemple parmi d'autres des questions que nous devrons réexaminer. Ceci dit, la réforme que nous examinons aujourd'hui est la bienvenue. C'est pourquoi le groupe de l'Union centriste votera en faveur de l'adoption de ce projet de loi sur lequel la commission des lois, et notamment son rapporteur, notre collègue François Zocchetto, a fait un excellent travail. Merci, Yves Détraigne. La parole est à notre collègue Virginie Claes, qui est apparentée socialiste et qui dispose de 9 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en ce qui me concerne, et je ne pense pas que ça vous étonnera vraiment, je ne partage pas vraiment l'optimisme de notre rapporteur et collègue Zocchetto quant à l'avenir et l'évolution d'un texte qu'il a lui-même qualifié de largement imparfait, si tant est que cet avenir et cette évolution restent entre vos mains. Et quand je constate combien il a déjà fallu d'énergie, de volonté et même de condamnation pour en arriver là où nous en sommes arrivés, un tout petit pas pour l'homme, comme pour la justice en l'occurrence. Et pourtant, ce n'était pas la lune qu'on demandait. Pourquoi fait-on toujours tout le dos au mur, contraint et forcé? Après avoir été sourd et aveugle à toutes les propositions qui ont émané de l'opposition, mais aussi des professionnels, et même parfois au sein des rangs de votre majorité,
quel que soit le texte et quelle que soit la réforme. Alors oui, 1000 fois oui, ce texte était nécessaire, indispensable. La gauche et d'autres que nous le disent et le répètent, sans avoir pour autant attendu d'être condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme et sans avoir non plus attendu l'avis du Conseil constitutionnel. Oui, 1000 fois oui, les officiers de police judiciaire, tous les intervenants au sein de la justice sont aujourd'hui d'accord pour travailler mieux ensemble. Et vous le savez, ils le disent aujourd'hui. On sait que tout changement proposé entretient au départ des inquiétudes, c'est normal. Mais si ce changement annoncé est accompagné d'une vraie concertation et d'un vrai débat avec les professionnels concernés, si ce changement est expliqué, voire amendé en entendant leurs propositions, en entendant les acteurs et les intervenants, alors ces changements peuvent prendre la pleine mesure de l'efficacité et d'un réel consensus. Alors oui, et 1000 fois oui encore, les principes qui sont aujourd'hui énoncés sur le papier, sur le texte que vous nous soumettez, sont indispensables. Mais tels qu'énoncés, seront-ils efficaces? Auront-ils la possibilité d'être efficaces? Seront-ils applicables et seront-ils appliqués? Certains, oui, sans doute. Tout ce qui est notification du droit au silence, le retour de la notification du droit au silence, peut-être certaines fouilles humiliantes seront-elles évitées demain. Le fait de pouvoir faire avertir son entourage sera également sans doute appliqué. Le fait de ne plus pouvoir être condamné sur la base des simples aveux, notamment obtenus sans l'intervention de l'avocat, ce sera peut-être appliqué, mais le reste, laissez-moi douter, beaucoup douter, de leur application. Alors les raisons de ce nouveau ratage, il me semble, Monsieur le Ministre, que la façon de gouverner du gouvernement auquel vous appartenez, certes depuis peu, mais auquel vous appartenez tout de même, et de la majorité à laquelle vous appartenez depuis un bon moment, cette façon de gouverner dans l'immédiateté, avec un calendrier qui est uniquement lié aux échéances électorales et aux faits divers, des réformes qui ne sont entamées que contraints et forcés une fois de plus, quand on est le dos au mur, quand on n'a plus le temps du réel débat ni de la concertation, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le calendrier de la politique avec un P majuscule. Celle-là doit se faire sur le long terme, surtout quand on touche aux structures mêmes de notre société et de notre démocratie, surtout quand on touche à la justice et à la sécurité. Nous attendions une réforme du Code de procédure pénale. Il nous vient un texte réducteur, d'affichage. Et chacun sait ici que pas grand-chose de concret, malheureusement, n'en sortira. Votre gouvernement, Monsieur le Ministre, et le Président de la République particulièrement, ont ce véritable don de transformer tout ce qui aurait dû être une grande réforme, fondatrice de nouveaux liens sociaux, en des petits textes minimalistes à visée électorale ou de mise en conformité apparente. Votre gouvernement et le Président de la République particulièrement ont ce véritable don de transformer tout ce qui aurait dû être un débat de fond, un débat d'idées, un débat de société, en affrontement interinstitutionnel, en affichage de réformes, en montant les uns contre les autres et chacun à tour de rôle. Sait-on assez que l'assistance de l'avocat au gardé à vue est rendue tellement obligatoire en Turquie qu'aucune déposition faite en dehors de la présence d'un avocat ne peut être versée au dossier de l'instruction sans confirmation par la personne des faits qui sont incriminés. Et comme mon collègue Mézard ce matin, avant moi, je réaffirme, moi, que les forces de la sécurité, que les officiers de police judiciaire ne sont pas les responsables de la politique pénale qui est imposée à tous par votre gouvernement. Les gardes à vue abusives ou abusivement malmenées ne sont que le résultat de la politique de répression croissante, de judiciarisation galopante, d'accélération des procédures judiciaires que mène votre gouvernement. Le nombre d'officiers de police judiciaire a beaucoup augmenté, non pas parce qu'on a recruté, mais parce qu'on a diminué le niveau de qualification nécessaire pour mener une garde à vue. Je pense aux gendarmes, j'ai bien dit que ce n'étaient pas eux les responsables, Monsieur le Président. C'est le gouvernement et la politique qu'il mène qui en est responsable. Mais oui, le nombre d'officiers de police judiciaire qui peuvent mener des gardes à vue aujourd'hui sont moins qualifiés qu'hier. Je suis désolée, chers collègues. Les gendarmes, oui, je suis d'accord avec vous. Je trouve simplement dommage qu'on diminue le niveau de qualification de ceux qui font des gardes à vue, la garde à vue étant un moment extrêmement important dans l'enquête.
et la garde à vue nécessitant une formation particulière à mon sens, parce que c'est un moment humainement compliqué, parce que c'est un moment important pour la manifestation de la vérité, et de diminuer la formation des personnes habilitées à mener des gardes à vue est à mon avis dramatique pour notre société et dramatique aussi pour les gendarmes et les policiers et tous les officiers de police judiciaire. Et si on parlait un peu justement de qualité, au lieu de parler de chiffres et de performance, et si on appliquait des critères différents à ceux du privé pour qualifier et pour quantifier le service public, et si on donnait tout simplement les moyens d'agir à ceux qui doivent agir, et si au lieu de s'intéresser au nombre de gardes à vue, on s'intéressait par exemple au nombre de gardes à vue qui ont mené à une élucidation ou qui ont mené à une condamnation. Votre gouvernement, Monsieur le ministre, aime les chiffres. Personnellement, je ne les déteste pas non plus, mais à condition qu'ils signifient quelque chose. Et en tout cas, aux chiffres, je préfère, moi, les notions de dignité, de respect de la présomption d'innocence, qu'on oublie un peu trop souvent, d'indépendance de la justice et d'équilibre des parties. Pour arriver à ces objectifs-là, il faut en s'en donner les moyens. Il faut à nouveau augmenter la qualification des officiers de police judiciaire qui mèneront les gardes à vue. Il faut diminuer le nombre de gardes à vue. La dignité implique, et on le sait, ça a été dit ce matin, des réfections et des rénovations dans les locaux. Ça implique des moyens financiers qui n'apparaissent pas dans le texte de loi. Si on veut que l'avocat, même non présent, puisse avoir accès aux auditions telles qu'elles se sont passées, il faut augmenter la vidéo, il faut augmenter le nombre de caméras. Pourquoi ne bascule-t-on pas un petit peu des fonds du FIPD qui nous assènent un certain nombre de caméras sur l'espace public dans cet espace-là des gardes à vue? On a les moyens, il s'agit de les affecter là où il faut. Quant aux avocats, l'introduction de l'avocat dans l'enquête et l'introduction du contradictoire dans l'enquête avant que le dossier n'arrive chez le juge. Donc, si c'est une très bonne chose, ça nécessite aussi, pour être efficace, une égalité renforcée de tous les citoyens et de tous les justiciables, y compris pendant cette enquête. Et ça, ce n'est pas dans votre texte, parce que l'aide juridictionnelle n'est pas là, parce que les moyens ne sont pas là. Savez-vous combien la justice, aujourd'hui, paiera un avocat de Rennes qui devra aller à 2 h du matin à Redon pour une garde à vue? Pour assister à un gardé à vue, on va lui donner 71 €. C'est la misère, c'est une misère. Eh bien si, aujourd'hui, en tout cas, c'est les chiffres qui leur sont donnés. Savez-vous qu'il y a aujourd'hui 115 avocats du barreau de Rennes qui sont volontaires pour assumer des permanences et pour aller effectivement assister des gardés à vue? Je ne sais pas ce qui restera de ces 115 volontaires une fois qu'on leur dira que pour aller de Rennes à Redon à 2 h du matin, on leur donnera 71 €. Savez-vous quel est le budget de l'aide juridictionnelle en Angleterre? 3 milliards d'euros. En France, 10 fois moins. Alors, ce système va nécessairement introduire une justice à 2 vitesses dès l'enquête qui sera devenue contradictoire. La justice urbaine, la justice rurale, la justice des riches, la justice des pauvres. C'était déjà une évolution bien entamée avec la réforme de la représentation en cour d'appel et le recentrage de la possibilité pour les justiciables de faire appel à condition d'être en zone urbaine où il y a des grands cabinets d'avocats et d'en avoir les moyens. Voilà ce qu'il va advenir de ce texte, voilà ce qu'il va advenir des beaux principes posés dans ce texte. Et voilà pourquoi j'attends, moi, de voir à minima ce que vous ferez de nos amendements et ce que vous mettrez comme moyen pour aller vers cette réforme qui était pourtant essentielle et très importante. J'attends de voir ce que vous en ferez avant de voter, mais je suis assez pessimiste. Merci Virginie Claes. Et la dernière oratrice inscrite, c'est Halima Boubedienne Thierry, rattachée au groupe socialiste et qui dispose de 8 minutes. Ah. On va voir. Monsieur le ministre, Monsieur le Président et mes chers collègues, ce projet de loi relatif à la garde à vue nous est présenté comme faisant suite à une décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, selon laquelle les dispositions actuelles de la loi concernant les conditions de placement en garde à vue sont inconstitutionnelles. Alors permettez-moi cependant de vous indiquer, Monsieur le ministre, que cela arrive quand même très tardivement. En effet, il y a des années que la Cour européenne des droits de l'homme confronte les exigences conventionnelles aux pratiques et à la procédure en matière de garde à vue et rappelle le respect
due aux droits des personnes gardées à vue et à sa défense effective. Dans l'arrêt Murray contre le Royaume-Uni du 8 février 1996, la France aurait notamment dû réagir en rendant effectif et concret le droit pour le gardé à vue de bénéficier de l'assistance d'un avocat. Plus récemment, dans une série d'arrêts rendus contre la Turquie et l'Ukraine en 2009, la Cour européenne des droits de l'homme est à nouveau intervenue pour préciser le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit à un procès équitable à la phase antérieure du procès pénal. Et c'est ainsi que la Cour de Strasbourg a défini de manière précise les principes directeurs applicables au régime de la garde à vue. Dans la continuité de ces arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, datant de fin 2009, j'ai d'ailleurs moi-même déposé ici une proposition de loi relative à la garde à vue, et dès janvier 2010, tirant ainsi les conséquences de ces exigences conventionnelles. Ce texte n'a malheureusement pas abouti car il a été renvoyé en commission en fin avril 2010. Il aura donc fallu attendre que le Conseil constitutionnel rende sa décision de juillet 2010 pour que vous daigniez enfin vous intéresser à la question. Enfin, il était temps, plus que temps. Vous avez en effet déposé ce présent projet de loi le 13 octobre 2010 à l'Assemblée nationale et la France fut condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme le lendemain, le 14 octobre 2010, avec l'arrêt Brusco, puis le 23 novembre, avec l'arrêt France-Moulin. Cette réforme de la garde à vue qui nous est soumise aujourd'hui, ou devrais-je dire, et vous m'excuserez du terme, mais c'est une vérité, cette réformette, au-delà du fait qu'elle soit très insuffisante et malheureusement aussi très tardive. En effet, si les sénateurs et sénatrices d'Europe Écologie Les Verts se réjouissent de quelques avancées relatives au rôle de l'avocat lors de la garde à vue et à la possibilité pour lui d'assister son client lors des auditions et des confrontations, ce projet de loi présente cependant de nombreuses lacunes insuffisantes et des incohérences. Il semblerait que vous n'ayez pas, Monsieur le Ministre, in fine, absolument pas tenu compte de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, qui pointe pourtant du doigt les modalités de placement en garde à vue, celles relatives à son contrôle et aussi à son déroulement. Tout d'abord, j'aborderai ce qui me semble essentiel, le rôle controversé accordé au procureur de la République dans ce projet de loi. Le parquet intervient à la fois au stade de contrôle du contrôle de la garde à vue et de son renouvellement. Il s'agit dans ce projet de loi de reproduire une anomalie procédurale pourtant dénoncée par tous. Les magistrats eux-mêmes qui, dans le rapport rendu par le Conseil national de la magistrature en 2008, considéraient à 64% que les membres du parquet n'étaient pas indépendants. Les avocats, juristes, universitaires, mais aussi surtout la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt France-Moulin du 23 novembre 2010, pose clairement le principe selon lequel les membres du ministère public français ne sont pas indépendants et ils ne peuvent pas être assimilés en matière de garde à vue à une autorité judiciaire au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Seul le Conseil constitutionnel est resté frileux sur cette question de l'indépendance et du procureur de la République. Et c'est sans doute pour cette raison que le gouvernement auquel vous appartenez, Monsieur le Ministre, s'est abstenu de résoudre cette question pourtant essentielle. En effet, dès 1979, la Cour de Strasbourg indique pourtant que le procureur n'est pas une autorité judiciaire indépendante. Ce principe fut rappelé récemment à la France avec les arrêts Medvedev du 10 juillet 2008, puis du 29 mars 2010 pour la Grande Chambre. Le ministère public français ne dispose pas d'une indépendance suffisante vis-à-vis de l'exécutif et ses membres ne sont donc pas des magistrats au sens des dispositions conventionnelles qui encadrent la privation de liberté. Au vu de l'arrêt France-Moulin précité, il est donc désormais difficile d'imaginer que le présent projet de loi puisse être adopté en l'état, sans qu'une réforme du statut du parquet ou de ses compétences soit aussi adoptée. Et oui, permettez-moi, Monsieur le garde des Sceaux, de vous rappeler seulement un paragraphe de cet arrêt. Du fait de leur statut, les membres du ministère public en France ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui, selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, compte au même titre
que l'impartialité parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de magistrat au sens de l'article 5, paragraphe 3. Il me semble donc que les choses sont claires. En effet, cet arrêt confirme la nécessité d'une modification profonde de l'organisation judiciaire française. Et pourtant, Monsieur le Ministre, votre projet de loi prévoit dès son article 1er l'insertion d'un nouvel article 62.5 au Code pénal qui dispose de manière ostentatoire que la garde-à-vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République. Alors, excusez-moi, je ne vois pas où est l'avancée concernant l'indépendance. Les sénateurs et sénatrices écologistes ont donc notamment co-signé une série d'amendements consistant à supprimer toute référence au procureur de la République dans ce projet de loi et à tirer les conséquences de cette jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Il est essentiel, en effet, que la garde à vue puisse bénéficier des garanties légales nécessaires et que son contrôle et son renouvellement puissent être confiés au juge judiciaire. Ce devrait être en effet le juge des libertés et de la détention qui assume dans ce texte le rôle que vous vous obstinez à octroyer au procureur de la République. Mais pourquoi faites-vous à ce point la sourde oreille, Monsieur le Ministre? Pourquoi votre gouvernement souhaite-t-il s'affranchir des exigences conventionnelles et jurisprudentielles en matière de droits et de libertés fondamentales? Autant proclamer ici, haut et fort, que vous aspirez à ce que la France se retire peut-être du Conseil de l'Europe. Enfin, ce serait ridicule. Ne vous faites pas ainsi autant attirer les foudres des professionnels du droit, des associations, des universitaires et des instances de Strasbourg. Un autre élément est tout aussi choquant dans ce projet de loi, le seuil de déclenchement de la garde à vue. Dans la définition de l'article 1er du présent texte, donne de la garde à vue. Il est prévu que le placement en garde à vue puisse intervenir dès que l'on soupçonne que la personne ait commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Il me semblait, Monsieur le Ministre, vous avoir entendu arguer du fait que ce projet de loi avait également pour objet de diminuer le nombre des gardés à vue. Or, vous le savez, près de 800 000 gardes à vue ont été décidés en 2009. Pensez-vous que ce seuil, au-delà de porter atteinte aux droits des personnes concernées, et notamment de la présomption d'innocence, permette de faire en sorte que ces chiffres diminuent? Évidemment que non, et bien au contraire. C'est pourquoi, sur ce point, les sénateurs et sénatrices écologistes refusent le placement en garde à vue de personnes soupçonnées d'infractions mineures et donc les gardes à vue abusives ou excessives. Nous sommes donc favorables à ce que ce seuil de placement en garde à vue soit porté à 3 ans d'emprisonnement. Et nous nous associons également ici aux amendements du groupe auquel nous appartenons. Enfin, je tiens à vous indiquer que je regrette évidemment le caractère bien trop limité qu'accorde ce texte à l'intervention de l'avocat. Je prendrai ici l'exemple de la durée insuffisante accordée par l'article 6 du projet de loi à l'avocat pour s'entretenir avec la personne gardée à vue. Cela présuppose qu'en 30 minutes maximum, et quelle que soit la complexité de l'affaire, un avocat ait le temps d'échanger avec son client, de l'écouter sur l'exposé de sa situation, de prendre connaissance du procès-verbal ou des autres pièces du dossier. Or, vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur le Ministre, que cette durée excessivement réduite sera évidemment insuffisante dans les affaires les plus complexes, tant en ce qui concerne la prise de connaissance des faits que des nombreuses pièces présentes dans le dossier de la personne gardée à vue. Cela porte donc atteinte au droit à la défense effective, en particulier au recours effectif à l'avocat. J'espère donc que cet amendement que nous avons déposé, consistant à modifier l'article 6 du projet et à augmenter cette durée d'entretien avec l'avocat, sera adopté lors de notre débat. Vous aurez donc compris que les sénateurs et sénatrices écologistes considèrent que ce texte ne fait en réalité que feindre de s'aligner sur des prescriptions conventionnelles et constitutionnelles, mais dissimule finalement son manque d'ambition derrière des dispositions vraiment inefficaces et vraiment incomplètes. Merci. Merci Halima Boumedienne. Thierry, Monsieur le Ministre, vous souhaitez répondre? Voilà. La discussion générale est close et vous avez la parole, Monsieur le garde des Sceaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais en quelques mots répondre à l'ensemble des orateurs. D'abord,
remercier les membres du Sénat d'avoir participé activement à cette discussion générale, qui est en effet la bienvenue. Alors, beaucoup d'entre vous ont souligné les avancées que ce texte fait faire à notre droit, et notamment les avancées concernant la mise en œuvre de libertés publiques fondamentales garanties par la Constitution. D'autres ont préféré faire d'autres choix dans leurs interventions et surtout nous dire que ce texte n'était pas bon, ce qui est leur droit, je respecte, mais je trouvais parfois un peu excessif. Et bien entendu, quand on est trop excessif dans la critique, après, c'est moins efficace. Donc, je voudrais revenir sur un certain nombre de points qui ont été avancés. D'abord, plusieurs orateurs, Mme Borvo-Cohen-Seat, M. Orziani, M. Mézard, Mme Boumedienne-Thierry à l'instant même, viennent de nous dire « mais pas possible, vous avez agi sur la contrainte, vous attendez trop, vous auriez dû faire cela depuis longtemps ». Alors, on peut s'interroger, en effet. Non, mais c'est probablement. Et puis alors, vous avez attendu beaucoup, vous auriez pu faire plus tôt, puis vous n'en faites pas assez. Il aurait fallu présenter un code de procédure pénale nouveau. Alors, c'est vrai qu'il y a eu. Il faut me laisser finir, parce que sinon, vous ne saurez jamais pourquoi vous me critiquez. C'est très embêtant quand on ne sait pas quel est l'objet de la critique. Donc, moi, je veux simplement dire qu'il est tout à fait exact que des travaux extrêmement lourds, sérieux, ont été menés pendant plusieurs mois par des groupes de travail, et notamment un groupe de travail composé notamment d'universitaires, de parlementaires de la majorité et de l'opposition, tout à fait, ont travaillé, et ils ont eu raison, parce qu'un code de procédure pénale, ça concerne tous les Français. Ils ont eu raison, et moi je les félicite de savoir dépasser de temps en temps de petites divisions partisanes, parce qu'un code de procédure pénale, ça concerne tous les Français. Et il est tout à fait bien que tout le monde puisse y travailler, parce que demain, ce code s'appliquera, quel que soit le gouvernement en place. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas déposé ce texte dans son ensemble devant le Parlement ? Simplement parce que, pour des raisons de temps, nous sommes tenus, cela a été dit pratiquement par tous les orateurs, à prendre des mesures sur la garde à vue avant le mois de juillet, je dirais même avant la fin du mois d'avril qui est devant nous, donc très vite. Et on n'a pas le temps de pouvoir discuter de l'ensemble, mais pour ma part, je ne verrai que des avantages à publier l'ensemble des travaux qui ont été faits par ce groupe de travail et qui serviraient à alimenter les débats qui ne manqueront pas d'avoir lieu sur ces sujets. Alors, si tenez d'ailleurs que le gouvernement n'a pas attendu les dernières décisions du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation ou de la Cour de Strasbourg pour réfléchir à la question. Le comité léger, dès octobre 2008, avait réfléchi sur cette affaire et des textes ont été pris pour améliorer les droits de la défense ces dernières années. Par exemple, la loi de mars 2007, renforçant l'équilibre de la procédure pénale, a rendu obligatoire l'enregistrement des gardes à vue en matière criminelle, ce qui constituait une première avancée. Enfin et surtout, les questions à résoudre sont particulièrement complexes. Et s'agissant notamment des exigences de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, Mme Boumedienne-Thierry, qui était très exigeante sur les délais, sait parfaitement que c'est une décision du 8 février 1996, Murray contre Royaume-Uni, qui a permis à la Cour d'indiquer que violait l'article 5 de la Convention, le refus pour une personne gardée à vue dans une affaire terrorisme d'avoir accès à un avocat pendant les 48 premières heures de la mesure. Donc 1996, on a tous eu le temps de commencer à réfléchir. Et si on n'est pas parvenu à aller plus vite, c'est parce que les questions sont pratiques. Et il y a cependant eu des occasions. 4 ans plus tard, 1996 plus 4, ça fait 2000. Et le 15 juin 2000, il y a une loi sur la présomption d'innocence qui a été présentée et défendue par Mme Guigou, qui est un très bon texte et qui, malgré cette jurisprudence européenne, a maintenu l'absence d'avocat pendant 48 heures en matière de trafic de stupéfiants et de terrorisme. Mais j'ai empêché personne de critiquer le gouvernement.
Je trouve que vous êtes dans votre rôle, et le mien, c'est de le défendre. Donc j'assume mon rôle avec enthousiasme et sans aucun problème. De même, mais il faut bien tout mettre sur la table, sinon on n'arrivera pas à discuter. La démocratie, ça peut être apaisé. On peut se dire des choses, mais il faut tout mettre sur la table. Et de même, la loi du 4 mars 2002, défendue par Madame Lebranchu, tout en maintenant le report de l'avocat pendant 2 jours dans les matières de trafic de stupéfiants et de terrorisme, facilitait le placement en garde à vue en exigeant non plus des indices de culpabilité, mais des raisons plausibles et donnait un délai de 3 heures aux enquêteurs pour mettre en œuvre le droit du gardé à vue, à faire informer un proche ou à être examiné par un médecin. Si, et je rappelle ces faits, ce n'est pas pour critiquer ceux qui étaient là avant moi ou avant ce gouvernement. C'est simplement pour montrer que ces affaires sont complexes, demandent réflexion et doivent nous conduire à analyser dans le détail ce que veut la Cour de Strasbourg. Donc, les récentes décisions ne mettent pas le gouvernement le dos au mur, elles permettent simplement maintenant de savoir clairement ce que sont à la fois les exigences constitutionnelles et conventionnelles, et elles permettent d'éclairer le gouvernement et le Parlement sur ce que doit être le contenu de la réforme. Et le gouvernement, pour préparer ce texte, s'est astreint, c'est pas toujours très facile, mais à intégrer dans le texte l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel, de la Cour de Strasbourg, ainsi que de la Chambre criminelle et de la Cour de cassation. Alors, une autre question qui a été soulevée par de nombreux orateurs, le rapporteur lui-même en a parlé et a expliqué la raison pour laquelle la Commission n'avait pas choisi d'encadrer la garde à vue en fixant un seuil minimal d'emprisonnement encouru. Et partage bien entendu sur ce point l'avis du rapporteur, mais d'autres orateurs qui sont ici dans la salle, M. Bézard, M. Anziani, Mme Borvo, souhaitent instaurer un seuil de 1 an, 3 ans ou 5 ans, suivant le cas en dessous duquel la garde à vue serait impossible. Je crois que la commission des lois du Sénat a eu tout à fait raison, car cela aurait conduit à priver les enquêteurs d'un moyen d'enquête qui est essentiel, mais qui ne doit pas être banalisé. Et comme l'a très justement dit M. Pilet, je crois que ce qui est important dans le texte, c'est aussi que pour la première fois, on donne une définition de la garde à vue, et selon des critères précis. C'est l'article 1 qui réalise cela, et je crois que c'est tout à fait nouveau. Sur l'interprétation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, plusieurs d'entre vous considèrent que notre projet ne nous permettrait pas de nous mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Je ne veux pas revenir sur le sujet, je me suis très longuement expliqué sur ce point dans mon intervention liminaire, et j'aurai l'occasion de revenir au moment de la discussion des articles sur ces points. Mais je veux rappeler que la France n'a jamais été, comme l'a souligné M. Pilet, spécifiquement condamnée pour une garde à vue réalisée sous le contrôle du parquet. Je crois qu'il faut le dire, parce que c'est la réalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Et je veux redire, notamment à Mme Boumedienne-Thierry, qui m'a semblé d'une sévérité extraordinaire, mais malheureusement complètement en dehors de la Cour, des décisions de la Cour de Strasbourg, que oui, le procureur n'est pas une autorité judiciaire au sens de la Cour européenne de Strasbourg. Oui, c'est vrai, et je l'ai dit ce matin dans mon intervention. Et je le redis sans problème, ce n'est pas le sujet. Nous sommes d'accord pour dire, avec la Cour de Strasbourg, que l'exigence conventionnelle est que dès qu'un délai court qui est situé autour de 48 heures est dépassé, l'autorité judiciaire, telle qu'elle est définie par la Cour de Strasbourg, doit être un juge du siège. Dans les 48 premières heures, qui va contrôler la garde à vue? C'est cela le sujet. Ou bien on laisse seul
les forces de police ou de gendarmerie, ou bien on met en place un autre contrôle. La France a choisi, et on devrait plutôt être fier de ce choix. On devrait plutôt être fier de ce choix. On a choisi de faire contrôler dans les 48 premières heures la garde à vue par un magistrat. Personne n'a jamais dit que le procureur n'était pas un magistrat. La Constitution, et Madame Boumedienne-Terry, je suis obligé de vous le dire, elle s'impose à vous comme à moi. Et on est heureux d'avoir une Constitution, parce que quand il y a point de Constitution, il y a point de liberté. Hein? Donc, la Constitution et le Conseil constitutionnel, dont les décisions, je parle sous le contrôle de son ancien président, s'imposent à tous, même à vous, Madame, à rappeler dans le considérant. Je vous en prie, allez-y. Je vais continuer, je vous remercie de me laisser parler, vous êtes extrêmement gentille. Je veux simplement vous dire que le Conseil constitutionnel, dans son considérant 30 de sa décision de juillet dernier, a rappelé le texte de la Constitution. Hein. En France, nul ne peut être arbitrairement détenu, c'est l'habeas corpus, hein, et l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. L'autorité judiciaire est composée des magistrats du siège et du parquet. Point final. Donc, nous avons fait le choix clair, et je crois que c'est un bon choix, de faire confiance au procureur, parce qu'il est un magistrat. Madame, je peux entendre plein de choses, mais ne pas vouloir reconnaître cela, c'est vraiment vouloir se boucher les yeux. Et lorsque, par exemple, en Grande-Bretagne, on confie à un officier de police le contrôle de la garde à vue pendant toute la durée de la garde à vue, qui peut aller dans certains cas très spécifiques, donc ce n'est pas la généralité des cas, jusqu'à 26 jours sans qu'il y ait d'autre contrôle que celui de l'officier de police. Honnêtement, nous sommes dans une situation qui, du point de vue de la garantie des droits, est bien meilleure. Et je dois dire qu'en introduisant, comme nous le faisons, la jurisprudence de la Cour de Strasbourg dans notre droit, on y est obligé par notre Constitution, l'article 55. C'est tout à fait vrai, monsieur le garde des Sceaux. Mais je l'admets, mais c'est notre système à nous qui est très particulier et qu'on ne retrouve pas dans tous les États européens. Hein. Et il suffit de voir ce qui vient de se passer dans le Parlement de Westminster il y a quelques jours, hein, qui a rappelé la souveraineté absolue de la Chambre des communes face à la Cour de Strasbourg. Cela peut être discuté. C'est quand même une décision qui a été votée par le Parlement. Chez nous, il y a bien longtemps que, probablement parce qu'il a été aussi professeur à Strasbourg, Karen Malberg nous a expliqué que le parlementarisme absolu s'était dépassé. Donc, nous sommes dans un cadre qui est défini avec deux garanties, une conventionnelle et une constitutionnelle. Et je crois très honnêtement que nous avons réalisé une des meilleures garanties qui soit des droits dans la garde à vue. Alors, je ne veux pas revenir sur l'ensemble des choses qui ont été dites, et je remercie les orateurs qui ont bien voulu indiquer qu'il y avait des avancées dans ce texte. Rien n'est parfait. On n'est pas dans le règne de la perfection absolue, c'est évident. Mais il s'agit simplement de progresser vers un mieux. Et l'équilibre qui est construit entre l'exigence de l'enquête qui doit trouver les responsables des crimes et des délits, et en même temps l'équilibre qui doit être réalisé avec le respect des libertés fondamentales, c'est un nouvel équilibre, c'est une avancée, ça nécessite de la part notamment des forces de gendarmerie et de police de vrais efforts. Je veux ici leur rendre hommage, on a besoin d'elles, il ne s'agit pas de les désarmer, pas du tout, et je crois que personne ne l'a dit. Et je le reconnais bien volontiers, et je veux le dire, parce que par là, nous nous adressons aussi à elles. Mais que, très naturellement, ça va demander des changements. La présence de l'avocat, dès la première minute, c'est un changement fondamental. Je sais, beaucoup d'entre vous m'ont parlé des moyens pour rémunérer les avocats. Je sais parfaitement que cette question est posée.
C'est parfaitement qu'il faut qu'on la résolve. Pour diverses raisons, les négociations n'ont pas pu être entamées avant que le texte ne soit voté à l'Assemblée nationale. Nous avons eu des premiers contacts, nous en aurons d'autres. Je sais aussi qu'il faudra trouver des modalités techniques, par exemple, et que je suis, comme beaucoup d'entre vous l'ont dit, moi, très opposé à tout regroupement des gardés à vue. Je veux véritablement que toutes les brigades de gendarmerie, notamment, puissent avoir des OPJ, puissent faire leur travail et soient des brigades de plein exercice. Alors, moi, je suis ouvert et prêt à en discuter avec les barreaux à toute modification technique. Je sais, par exemple, d'après ce que j'ai compris, mais je peux me tromper, qu'aujourd'hui, le choix de l'avocat est libre. Mais que ce qui n'est pas libre, c'est le paiement de l'aide judiciaire. Et qu'il faut, je suis prêt à négocier avec les barreaux pour trouver le bon système de telle façon que le libre choix de l'avocat, qui peut se trouver à quelques kilomètres avec les limites des Rosseurs, dans un autre tribunal plus proche de la brigade de gendarmerie où il y a des gardés à vue que les avocats qui se trouveraient dans une ville chef-lieu d'arrondissement ou plus grande ville. S'il y a des nécessités de trouver des mesures techniques, on les trouvera. Et je suis tout ouvert à ces mesures-là pour permettre que le libre choix puisse s'effectuer dans le sens de l'efficacité. Je sais parfaitement qu'il y a parfois des kilomètres à faire. Et je dois dire à Mme Claes que, très honnêtement, d'aller de Rennes à Redon en 2 fois 2 voies, c'est un plaisir. Toujours renouvelé, mais que je l'invite à aller chez M. Mézard. Enfin, non, l'Orne, ça va très bien. L'Orne, on s'arrête parce qu'il y a des restaurants gastronomiques. Mais M. Mézard, il y a encore de la neige. Hein? Monsieur Signé, je tiens tout. Ah ben j'attends, oui, mais j'attends que ce soit plus précis sur le midi. Voilà. Dès que j'aurai le renseignement, ce sera oui. Je voulais simplement dire qu'il faut qu'on regarde tout cela et qu'il faut aussi qu'on arrive à indemniser les avocats dans des conditions qui soient dignes de leur métier, de la réforme que nous faisons, et tout en préservant les finances publiques, ce qui n'est pas très facile. Sur le délai de carence, j'avais compris quelle était la position de la plupart d'entre vous. Je vous rappelle que je soutiendrai un amendement ramenant à 1 heure ce délai de carence pour laisser le plus de temps à l'enquête. Voilà. Et après, eh bien, vous voterez. Comment on fait, hein? C'est quand même pas plus compliqué que ça. C'est la démocratie. Et je veux terminer ces explications en rappelant que ce texte constitue une avancée vraie dans notre droit, une avancée dans la protection des droits. La plupart d'entre vous l'ont souligné. Et je vous remercie de l'avoir fait. Madame Borvo, Cohen-Seat l'a fait et je la remercie d'avoir fait. La plupart des orateurs qui sont ici l'ont fait et c'est très bien ainsi parce qu'un texte comme celui-ci, il faut qu'il soit approprié par le plus grand nombre possible de Français pour pouvoir faire vivre notre procédure pénale qui s'adresse à tous sans conditions partisanes de majorité ou d'opposition. Donc c'est vrai, ce texte constitue une vraie avancée dans 2 domaines que je veux souligner. Il faut vraiment, pour avoir un droit pénal moderne, abandonner clairement la culture de l'aveu et aller vers la culture de la preuve. Ça nécessite des changements et tout ce que l'on fait dans le domaine de la police technique et scientifique va dans ce sens. Il faut apporter la preuve des choses. C'est le rôle de l'enquête qui doit faire émerger la vérité de la preuve. Et puis, c'est aussi, bien entendu, des droits nouveaux reconnus, la dignité de la personne qui est mise en garde à vue, qui est considérée correctement dans ce texte, et l'assurance que la personne placée en garde à vue pourra bénéficier des conseils et de l'assistance de l'avocat dès le premier instant de la garde à vue. Il y a donc là, je crois, matière à débattre, mais matière à avancer ensemble vers un renouveau de notre procédure pénale.
Eh bien, je vous remercie, Monsieur le ministre, de cette réponse. Alors, tout d'abord, avant de passer aux motions, deux communications. Je rappelle que la Commission de la Culture et la Commission des Affaires étrangères ont proposé des candidatures pour deux organismes extra-parlementaires. La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'1 heure prévu par l'article 9 du règlement. En conséquence, ces candidatures sont ratifiées. Je proclame Madame Catherine Tasca et Monsieur Louis Duvernois en tant que membres du conseil d'administration de l'Institut français et Madame Claudine Lepage en tant que membre du conseil d'administration d'orientation stratégique de l'Institut français. J'informe le Sénat que la Commission des lois a fait connaître qu'elle a procédé à la désignation des candidats aux éventuelles commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique et du projet de loi relatif aux défenseurs des droits. Cette liste a été affichée conformément à l'article 12 alinéa 4 du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n'est faite dans le délai d'1 heure. Alors maintenant, nous allons passer à l'examen de la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. Monsieur Jean-Pierre Michel et les membres du groupe socialiste apparenté et rattaché ont déposé une motion distribuée sous le numéro 65 tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au texte en discussion. Je rappelle qu'en application du dernier alinéa de l'article 44 du règlement, ont seul droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant pour 15 minutes maximum, un orateur d'opinion contraire pour 15 minutes maximum, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le gouvernement. La parole est à son auteur, Monsieur Jean-Pierre Michel, pour la motion. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues, la réforme qui nous est présentée aujourd'hui est une réforme qui est présentée alors que le gouvernement a véritablement le dos au mur, puisque le Conseil constitutionnel a fixé au 1er juillet la date limite pour mettre en œuvre une nouvelle législation de la garde à vue. Donc, l'épée de Damoclès est sur vous, Monsieur le Ministre. Bien entendu, dans tous mes propos, votre personne n'est pas en cause, vous venez d'arriver au ministère, mais depuis 2007, le gouvernement aurait pu agir, il ne l'a pas fait, il n'a pas voulu le faire, il n'a pas pris les moyens de le faire. Et pourtant, les avertissements n'ont pas manqué. Ici même, au Sénat, plusieurs débats ont eu lieu. Le président de la commission des lois a d'ailleurs plusieurs fois mis en garde au gouvernement, il faut le dire, que si le gouvernement ne faisait rien, eh bien la commission des lois agirait, qu'il était temps. Alors après, que faire? Mais qu'il était temps. Mais tout ceci n'a pas été entendu et tous ces signaux, tous ces appels se sont heurtés à l'attitude fermée et hautaine de votre prédécesseur, qui nous a renvoyé à nos chères études, prétextant que les arrêts de la Cour européenne ne concernaient pas la France, mais des pays plus ou moins barbares comme la Turquie. C'est ce qu'on a entendu en commission des lois. Et je suppose qu'elle suivait en cela les avis de son ministère. Et pourtant, et aujourd'hui, Monsieur le Ministre, d'ailleurs, je le dirai tout à l'heure, vous essayez de, si j'ose dire, de financer un peu, notamment sur le rôle du parquet. Alors on y reviendra, très bien, mais on verra ce que dit très exactement la jurisprudence européenne, et elle ne dit pas ce que vous prétendez qu'elle dit, ça j'en suis absolument persuadé. Alors, je ne rappellerai pas toutes les décisions qui ont eu lieu depuis au moins le 10 juillet 2008. Alors, le 10 juillet 2008, Medvedev, alors, en commission, ah mais non, ça ne nous concerne pas, comment, monsieur, mais, etc., etc. Bon, voilà. Alors, il faut attendre le 23 novembre 2010, l'arrêt Moulin, pour que là, le procureur de la République ne constitue pas une autorité judiciaire indépendante. On ne parle pas de magistrat. Le terme n'est pas employé. Il ne nous regarde pas. Le procureur de la République ne constitue pas une autorité judiciaire indépendante, seule autorité à même de décider le renouvellement d'une garde à vue, si ce n'est pas ce que vous proposez, ce n'est pas ce que la Commission propose, c'est inconstitutionnel. Et je vais le démontrer. La réforme, donc, intervient dans un contexte particulièrement, je dirais, incohérent. En effet, il est totalement incohérent parce que obligé
Parce que dans l'urgence, de proposer une réforme de la garde à vue qui n'envisage pas le reste de la procédure pénale, or la chaîne pénale est un tout. On ne peut pas dire que la garde à vue sera sur un certain mode qui est différent de l'ancien, je le reconnais, monsieur le rapporteur. Alors je suppose que le reste de la procédure pénale sera aussi différent de ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a eu ici 200 pages, etc. Où sont-elles? Que sont-elles devenues? On n'en sait rien, peu importe. Bon, tout ça s'envole dans le vent de l'histoire, mais tout de même. Et aujourd'hui, vous dites vous-même, monsieur le ministre, comme nous n'avons rien prévu, que nous n'avons rien prévu, je n'ai pas le moyen d'appliquer la réforme. Voilà. Alors, les discussions commencent, et bien moi je commence les négociations pour savoir comment les locaux de garde à vue seront équipés et comment les avocats pourront être rémunérés, etc., etc. Tout ceci n'est vraiment pas sérieux et n'est pas à la hauteur de la question. Mais je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, ce n'est pas à vous que je m'adresse particulièrement et personnellement, vous le savez bien. Alors, 3 mots peuvent qualifier aujourd'hui l'état de notre législation française relative à la garde à vue. C'est la confusion, la complexité et les dérives. Et notre législation n'est pas dans ce domaine à la hauteur de ce qu'elle devrait être dans un état de droit. Elle est en retrait par rapport à beaucoup d'autres états plus proches, et cela d'ailleurs je ne l'invente pas, c'est l'étude de législation comparée qui a été faite par le Sénat le 17 février 2010, je crois, qui l'a largement démontré. Et lorsque nous sommes allés à Berlin ou en Italie, mon cher rapporteur, nous l'avons également pu le constater. Cette situation a valu à la France d'être condamnée à plusieurs reprises, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui, la Grande-Bretagne considère que ce n'est pas si grave. Bon, nous on considère que c'est autrement, vous qui êtes un Européen convaincu, vous considérez sûrement que c'est très grave d'être condamné par la Commission européenne des droits de l'homme, d'autres aussi, plus ou moins, mais aussi par le Conseil constitutionnel, et enfin par la Cour de cassation, qui finalement a quand même compris qu'elle devait se mettre, je dirais, dans le droit fil de l'histoire. Mieux vaut tard que jamais. Il faut d'ailleurs rappeler, à propos de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que si la France a entendu 25 ans après avoir signé en 1950 la Convention, pour la ratifier en 1974, elle n'a accepté les recours qu'en 1981, merci monsieur Robert Badinter, essentiellement en raison de l'absence de réglementation sur la garde à vue avant 1958, puis de la faiblesse des garanties qui ont été introduites dans le Code de procédure pénale. Or, le texte proposé aujourd'hui, à mon point de vue, est un texte a minima et qui encourt plusieurs critiques quant à sa cohérence avec les décisions du Conseil constitutionnel et les décisions conventionnelles, et ceci sur 3 points que je vais très rapidement énumérer. Le premier point, c'est l'audition libre. Alors, l'audition libre avait été initialement prévue, on en a beaucoup discuté ici, il n'y revient pas, elle a été abandonnée comme telle par l'Assemblée nationale et elle est réapparue dans un article 11 bis. Or, aucun droit n'est accordé à la personne auditionnée par le policier enquêteur, même si la durée maximale de la présence dans les locaux de police n'est pas fixée. On arrive à un régime sans droit, contraire aux exigences du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation. Et le risque est grand d'une dérive vers un régime comme alternative à la garde à vue. Voilà. Et un régime sans aucun droit. Alors, afin que cette audition réponde aux exigences minimales de l'article 6 de la Convention européenne, nous avons proposé et nous proposerons un certain nombre d'amendements afin d'encadrer cette audition, afin de les rendre conformes aux exigences précédemment visées. Mon ami Alain Azagne en a parlé tout à l'heure, ces amendements ont été rejetés par la Commission des lois, malheureusement. J'espère qu'ils seront aujourd'hui acceptés, car c'est certainement un cas de censure. Bon, vous me direz, si le Conseil ne censurait qu'un article dans le courant du mois de juin, ça ne serait pas si grave, on se passerait d'audition libre. Mais il y a autre chose. Il y a également les régimes transitoires. Criminalité organisée, terrorisme, qui sont laissés intacts. On n'y touche absolument pas. Et à cet égard, vous n'hésitez pas à écrire, avec quand même certains, je ne trouve pas le mot français, que leur conformité à la Constitution a été réaffirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010. Or, cela est faux, totalement faux, car le Conseil constitutionnel n'a pas examiné cette question au fond. Mais la persistance par le gouvernement à ignorer totalement la jurisprudence établie par la Cour européenne des droits de l'homme frise la pathologie. Résultat, ces régimes ne sont pas traités et la France conserve toutes ses chances d'être condamnée à Strasbourg également sur ce point.
Mais surtout, troisième point, le projet de loi confie au procureur de la République, autorité de poursuite, les pouvoirs d'ordonner le placement en garde à vue, de prolonger la mesure, d'en contrôler le bon déroulement, de sauvegarder, mais aussi de limiter les droits de la personne gardée à vue. Et le texte aboutit à une confusion des rôles, alors que plusieurs arrêts, et déjà l'arrêt Medvedev d'ailleurs, avaient dit que la personne arrêtée ou détenue doit être présentée devant une personne qui a les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse s'agir par la suite contre le requérant. Or, même si on ne parle pas aujourd'hui de son indépendance, le procureur de la République est l'autorité de poursuite qui poursuivra ensuite dans le reste de la procédure. Tout au moins telle qu'elle est aujourd'hui. Et telle qu'elle était présentée d'ailleurs par votre prédécesseur. Dans l'arrêt du 15 décembre 2010, la Cour de cassation reprend à son code cette interprétation. Selon elle, le ministère public n'est pas une autorité judiciaire, au sens de l'article 5 alinéa 3 de la Convention, dans la mesure où il ne présente pas, d'une part, les garanties d'indépendance et, d'autre part, les garanties d'impartialité, car il est partie prenante. La dernière décision de la Cour européenne, l'arrêt Moulin, alors là, est beaucoup plus clair, je l'ai rappelé tout à l'heure, et il dit que le procureur ne remplit pas les garanties d'indépendance pour être qualifié à exercer des fonctions judiciaires, c'est-à-dire des fonctions de contrôle de la liberté individuelle de la personne qui est placée en garde à vue. Il s'agit bien là de décisions judiciaires et non pas de décisions de sécurité. Le placement en garde à vue est une décision de sécurité, il peut appartenir au procureur de la République, tout le reste, c'est du judiciaire, c'est le contrôle des libertés publiques et des libertés individuelles. Et donc, il est essentiel, aujourd'hui, de repenser totalement l'architecture du ministère public. En effet, dans l'arrêt du 29 mars 2010, la Cour avait nuancé, mais tout de même, et sa position a été confirmée dans l'arrêt Moulin, disant que l'indépendance compte au même titre que l'impartialité parmi les garanties à la notion autonome de magistrat. En outre, la Cour rappelle que les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties excluent notamment que les magistrats puissent agir par la suite comme le requérant dans la procédure pénale, ce qui est le cas à l'évidence du procureur de la République. Dès lors, la Cour considère que le procureur membre du ministère public ne remplissait pas, au regard de l'article 5, paragraphe 3 de la Constitution, les garanties d'indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifié de juge ou autre magistrat, on emploie le terme, habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Et je soutiens que tout ce qui concerne le contrôle des libertés individuelles, ce sont des fonctions judiciaires et ce ne sont pas des fonctions policières ou des fonctions de sécurité. Donc elles ne peuvent pas être exercées par le procureur de la République. Ainsi, le rôle actuellement reconnu au parquet d'autoriser la prolongation de la garde à vue, confirmée par le projet de loi, est contraire aux positions prises par la Cour de Strasbourg. Ça me paraît d'une lumière aveuglante. Le rôle confié au parquet exige donc de passer par une modification de nomination de ses membres ainsi que de leur régime disciplinaire et partant dans un renforcement des compétences du CSM. Cette réforme, c'est vrai, implique une révision constitutionnelle de la composition et des compétences du CSM qui sont fixées par l'article 65 de la Constitution. Ce dispositif, d'ailleurs, a été voté par nos deux chambres à la suite d'une réforme engagée en 1998 par M. Jacques Chirac, après le rapport qui avait été confié à une commission présidée par M. Pierre Truche. Mais, pour des raisons politiques de l'époque sur lesquelles je ne reviendrai pas, ce projet de loi qui avait été adopté par les deux chambres n'a pas été soumis au Congrès et donc n'a pas été voté. Il faut d'ailleurs, à mon avis, reprendre les principes de la réforme inaboutie, soit, d'une part, l'avis conforme du CSM sur les nominations des magistrats du parquet et, d'autre part, la compétence du CSM pour statuer en tant que conseil de discipline. Un consensus serait aujourd'hui possible, j'en suis persuadé, sur cette révision, mais, évidemment, puisque vous êtes resté sourd pendant 4 ans à tout ce qu'on vous a dit, à tout ce qui a été dit, on vous a prévenu qu'un jour ça allait arriver, que vous auriez le couperet qui allait tomber le 1er juillet, place de la Concorde, eh bien, la guillotine sera là, et donc vous n'avez pas le temps, vous dites, de faire la réforme constitutionnelle, parce qu'il faut réunir le Congrès à Versailles, etc., etc. Eh bien, excusez-moi de vous dire, monsieur le garde des Sceaux, vous vous y êtes très mal pris, vous ou d'autres. Vous vous y êtes très mal pris. Le préalable à tout
et même le préalable à une réforme d'ensemble de la procédure pénale telle qu'elle était envisagée dans le rapport, dans le pré-rapport de Mme Alliot-Marie, que nous avons examiné en commission des lois très scrupuleusement avec mon collègue Jean-René Lecerf, le préalable, c'était de l'avis de tout le monde, des procureurs généraux, de ceux qui ont présidé la commission léger, etc., etc. C'était une réforme des magistrats du parquet qui leur rend une indépendance dans leur nomination et dans leur discipline vis-à-vis du pouvoir exécutif. Voilà. Vous ne l'avez pas fait et aujourd'hui, vous êtes là, évidemment. Mais, monsieur le garde des Sceaux, malheureusement, personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Or, c'est bien de cela dont il s'agit. Aussi, et dans l'attente de cette révision indispensable et préalable à toute réforme de la procédure pénale, à toute réforme d'ensemble, nous avons déposé un certain nombre d'amendements qui proposent de substituer le juge des libertés et de la détention au procureur de la République pour tout ce qui concerne le régime de la garde à vue après la décision initiale de placement. Cette décision est la moins mauvaise, je dirais, est la moins mauvaise. Parce que le juge de la détention et de la liberté, à mon avis, ne présente pas aujourd'hui toutes les garanties pour exercer cette mission. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce juge? Par qui est-il nommé? Il devrait être nommé en Conseil des ministres, comme un juge d'instruction. Ce n'est pas le cas. Il peut être déplacé, il peut être changé. Il peut être placé par le président du tribunal dans d'autres tâches dans le tribunal. On sait très bien qu'aujourd'hui, il regarde les dossiers très rapidement. Des affaires célèbres ont montré à quel point, dans certains cas, il avait manqué au devoir de sa charge, parce qu'il n'avait pas le temps, parce qu'il n'avait pas les dossiers. Et aujourd'hui, on veut lui confier cette tâche. Et puis certains nous disent, mais ne le faites pas, parce qu'il va être débordé. Et il le sera d'autant plus lorsqu'à partir du 1er août, encore par une décision du Conseil constitutionnel, eh bien, il faudra que ce juge des libertés aille contrôler toutes les hospitalisations d'office ou les hospitalisations à la demande d'un tiers dans les différents hôpitaux psychiatriques. Dans un petit département comme le nôtre, d'après les psychiatres que je connais, ça fait à peu près 3-4 déplacements du juge de Vesoul à l'hôpital psychiatrique par semaine. Voilà. Alors bon, comprennent qui pourra et ils feront ce qu'ils pourront. Je le disais tout à l'heure, même si la réforme est votée, comment sera-t-elle appliquée? Je n'en sais rien. Ces amendements, bien entendu, enfin bien entendu non, pourquoi bien entendu? Ces amendements ont été repoussés en commission des lois. Peut-être, mes chers collègues, que vous aurez la sagesse de ne pas suivre votre rapporteur, qui pourtant est très sage d'habitude, mais là, je ne crois pas qu'il a été beaucoup. Et sinon, vous voterez une loi qui encourra la censure du Conseil constitutionnel. Ça ne fait pas, à mon avis, l'ombre d'un doute. Alors, le gouvernement n'a pas voulu s'interroger sur ces questions à temps. Il a décidé de passer en force. Il a décidé de passer outre. Eh bien, monsieur le ministre, je vous pose la question. Que se passera-t-il? Que se passera-t-il si le Conseil constitutionnel saisi rendra au mois de juin, avant le 1er juillet, une décision déclarant non conforme à la Constitution plusieurs articles de cette loi, avant sa promulgation? Vous me direz, s'il s'agit des régimes spéciaux et de l'audition libre, on pourra s'en passer. On fera une petite loi comme ça. S'il s'agit du rôle du procureur dans les prolongations, les dérogations, les demandes que l'avocat ne vienne pas et toutes ces petites dérogations qui ont été placées, je suppose, à la demande des syndicats de police, eh bien, tout votre texte tombera à l'eau. Alors, je fais appel à vous, mes chers collègues de la majorité, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce que nous voulons non plus. Non plus. Donc, vous voterez cette exception d'irrecevabilité, j'en suis convaincu. Et puis le gouvernement nous convoquera à Versailles très rapidement, puisque le texte est là. Il n'est pas besoin de revenir devant l'Assemblée, devant le Sénat. Et puis après, nous reviendrons ici et dans l'urgence, nous voterons une réforme qui enfin viendra debout. Je vous remercie. Merci Jean-Pierre Michel. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Si vous souhaitez la revoir ou en savoir plus sur la réforme de la garde à vue, notre site internet publicsénat.fr. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Public Sénat.